Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite vidéo de découverte d'un livre-jeu. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas livré à l'exercice, c'est toujours un grand plaisir de faire ça. Puis en plus c'est pas trop long, hein, c'est quand même très très agréable. Alors aujourd'hui, c'est Outver, l'Exil, donc un livre-jeu autour d'un thème de science-fiction. Dans son édition de luxe. Donc je l'ai pris en deluxe, bon voilà, je ne me suis pas privé. C'est un petit peu cher, hein, le prix est indiqué ici, c'est 59 €. Voilà, par rapport peut-être au livre de base. Alors est-ce que le prix du livre de base est indiqué? Non, il n'est pas indiqué, donc je ne vais pas pouvoir vous le dire, mais enfin c'est peut-être au niveau, aux alentours entre 30 et 40 euros. Donc vous avez un superbe étui sur la version de luxe, et puis un petit étui comme ceci pour placer les dés. Voilà, c'est très joli, mais c'est un peu expansive, hein, n'est-ce pas? Donc voici ce que nous allons feuilleter ce soir, un livre de Fibre Tigre et de Jean-Baptiste Lulien. Donc je ne connais pas Jean-Baptiste Lulien, mais je connais un petit peu Fibre Tigre, puisque c'est quelqu'un qui gravite pas mal autour du jeu et qui a produit un jeu de rôle qui s'appelle Daria, quelque chose comme ça, et ainsi qu'une série de livres-jeux dans cet univers. Et puis c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube et puis qui gravite pas mal autour de tout ce que fait le jeu de rôle. Je n'en sais pas plus que ça. Je découvre en même temps que vous ce livre, hein, donc on va regarder les premières pages et puis peut-être que vous allez pouvoir vous faire une idée si ça vous plaît ou pas. Donc Outver, l'Exil, je connais un tout petit peu le jeu vidéo, j'y ai joué sur iPhone lorsqu'il est sorti à l'époque, ça fait pas mal d'années de ça, et donc je m'en souviens pas du tout et de toute façon je n'avais pas fait grand chose, et je suppose que ce livre en est inspiré. Alors, l'auteur principal semble Jean-Baptiste Lulien. Bon, il y a Fibre Tigre sur la couverture. On va rendre à César ce qui est à César. Ça serait pas mal. Hein. Alors, voici. Alors, avant de commencer, le livre que vous tenez entre les mains vous propose de vivre une aventure inédite dans l'univers d'Outver, le célèbre jeu développé par les studios Miklo et développé par Fibre Tigre en 2014. Vous êtes sur le point d'incarner un personnage qui évoluera au sein d'une histoire où chacune de vos décisions aura des conséquences. Ces dernières vous transporteront dans des lieux mystérieux peuplés de dangers et jusqu'alors inexplorés. Tout est ultimement vain, nous disait Fibre Tigre pour introduire Outver. Marqué par un profond désespoir en ses débuts, cet univers singulier de science-fiction nous offre une vision très sombre du monde et de l'humanité. Et Jean-Baptiste Lulien a sans conteste réussi à s'en approprier les codes. Loin des œuvres militaristes de conquête spatiale, l'humain se retrouve ici confronté à son impuissance dans un univers extrêmement vaste où il n'est rien. Les conflits armés sont rares, si ce n'est inexistants, et pourtant nos personnages vont être confrontés à des épreuves d'une rare violence, parfois émanant du monde qui les entoure, parfois d'eux-mêmes. L'auteur, porté par sa plume et son talent, nous plonge dans l'effroi et le doute sans difficulté, allant jusqu'à questionner notre propre psyché dans un épisode d'horreur psychologique mené d'une main de maître. Rien que ça. Alors, la mort attend nos personnages à chaque tournant, faisant de cet ouvrage un concentré de thématiques potentiellement violentes pour certaines personnes. Irradiation, dépressurisation, irruption solaire, asphyxie, écrasement, chute abyssale, aspiration par un trou noir, créatures hostiles, hypothermie et bien d'autres menaces pèsent sur nos aventuriers. Et ils pourront même finir dans les fourneaux d'un restaurateur dévoué à sa clientèle. Mais la mort n'est pas toujours le pire sort possible dans l'univers d'Outver. Alors préparez-vous à une embarquée passionnante dans des mondes remplis de merveilles et de beautés inattendues, mais jonchés d'embûches et de périls. Alors on va jeter un œil sur les règles, mais je vais sortir ma liseuse. Vous tenez entre vos mains un RPG Book, un livre-jeu contenant une aventure que vous allez pouvoir vivre de 3 manières différentes. Il vous suffit de choisir un mode de jeu, un personnage et de vous lancer dans l'aventure. Mais auparavant, prenez le temps de lire ces règles,
Qu'elle vous soit déjà familière ou non, qui sait. Peut-être que vous y redécouvrirez quelque chose d'important pour ce livre-ci. Au fil des pages et ou des discussions, en fonction du mode de jeu choisi, vous prendrez des décisions qui influenceront le cours de l'histoire et vous mèneront vers une fin sauve ou malheureuse. Face aux situations dont l'issue est imprévisible, arriverez-vous à crocheter cette serrure ou à fuir vos assaillants? Le hasard sera maître de votre destin, bien qu'influencé par votre personnage et ce qu'il possède. Vous savez désormais ce qui vous attend. Passons désormais à la première étape, quel mode de jeu choisir. Alors, 3 façons de jouer. Cet ouvrage est tout à la fois un livre-jeu, un roman dont vous êtes le héros, que vous pourrez jouer seul ou à plusieurs, mais également un jeu de rôle vous permettant d'explorer ces aventures en toute liberté. En solitaire, c'est un livre-jeu. Si vous jouez seul, c'est la méthode qui vous est destinée. Lisez les règles, puis laissez-vous guider par la suite de l'ouvrage. Vous n'aurez qu'à choisir un personnage et vous rendre à la page d'introduction qui lui correspond, indiquée au début du premier chapitre. Vous serez alors plongé dans l'aventure et n'aurez plus qu'à aller de paragraphe en paragraphe, suivant les indications données par le livre jusqu'à la fin. Un défi de groupe, un jeu de société, c'est peut-être la version qui m'intéresse le plus. Si vous êtes entre 2 et 5 joueurs autour de la table et que vous n'avez jamais joué à ce RPG Book, vous allez le découvrir ensemble grâce à ce mode de jeu. Lisez les règles, notamment celles spécifiques au jeu en groupe, et lancez-vous dans l'aventure ensemble. Vous devrez choisir un des personnages proposés, puis vous suivrez les indications données par le livre. Les règles ont été conçues pour adapter le niveau de difficulté des épreuves au nombre de joueurs présents dans l'aventure. L'ouvrage change de main régulièrement et avec lui, le rôle lourd en responsabilité de délégué de groupe. Arriverez-vous en vie à la fin de l'aventure? Et enfin, l'initiation au jeu de rôle. Ceci est un jeu de rôle. Si vous avez déjà lu l'ouvrage, vous pouvez devenir meneur ou meneuse de jeu et proposer à un groupe d'1 à 5 personnes cette aventure sous le format d'un jeu de rôle. Cela demande un certain temps de lecture et de préparation. Donc prenez cette décision en amont de votre session de jeu et pas le jour même. Vous allez porter la narration pour faire vivre aux autres, à votre manière, le récit proposé par l'ouvrage. Si vous comptez prendre ce rôle, vous et seulement vous êtes invité à lire la section dédiée à ce format en page 367. Le RPG Book sont des ouvrages que vous découvrirez en tant que lecteur ou lectrice, que vous parcourrez en tant que joueur ou joueuse, que vous transmettrez en tant que meneur de jeu. Alors, donc trois modes. Alors, l'initiation au jeu de rôle, ça suppose d'avoir lu, je suppose, l'intégralité du livre, de bien la connaître, et puis de la recracher, mais c'est un peu vulgaire, de la renvoyer sous forme de jeu de rôle, en accompagnant chaque paragraphe d'une mise en scène et d'un enrobage de jeu de rôle, mais vous allez avoir une trame scénaristique avec des paragraphes qui va pouvoir vous guider de façon efficace. C'est sans doute assez intéressant, je pense. Continuons. Alors, matériel pour jouer, nous avons besoin d'un dé à 8 faces, d'un dé à 10 faces et d'un dé 12. Vous pourrez trouver ces dés dans n'importe quelle boutique, bien sûr, ou sur une application. Des fiches de personnages. Ces fiches présentes à la fin du livre vous permettront d'avoir toutes les informations sur le personnage que vous déciderez d'incarner. Vous pourrez prendre des notes dessus et indiquer dans votre inventaire les objets que vous accumulerez. Alors, on a un petit code barre pour aller chercher le PDF disponible à cette adresse, donc pour les fiches de personnages, on ira les voir tout à l'heure. La carte de la galaxie, disponible à la fin du livre, on ira la voir aussi tout à l'heure. Il faudra l'imprimer, ça va de soi. Le glossaire de la langue des lieux. Alors moi, dans l'application iPhone, j'avais beaucoup de mal avec la langue des lieux. Et effectivement, il y a un langage dans ce livre qu'on va pouvoir apprendre. Disponible à la page 417, vous aurez besoin de le manipuler et de l'annoter. Nous vous invitons donc à le photocopier aussi, des feuilles et un crayon. Nous vous conseillons de noter tout ce qui vous paraît étrange au fil de votre aventure. Il y a des chances que ce soit utile à un moment ou à un autre. Alors, comment ça se lit ? Un RPG Book se découpe en plusieurs chapitres que vous vivrez dans un ordre défini par l'histoire. Dans ces chapitres, vous trouverez des paragraphes.
N'essayez pas de lire ces derniers les uns à la suite des autres, vous ne comprendrez rien. À la fin de chaque paragraphe, on vous invite à vous rendre à un autre paragraphe dans l'ouvrage, en prenant parfois en compte un choix que vous avez fait ou le résultat d'un test. La numérotation des paragraphes de ce RPG Book se fait en 2 temps. Le premier renvoie au chapitre de l'ouvrage, le second au paragraphe. Lorsque vous lisez 1.03, cela signifie qu'il vous faut aller au 3e paragraphe du premier chapitre. Au cours de votre aventure, vous tomberez sur des énigmes qui vous inviteront à associer le numéro d'un objet à celui du paragraphe que vous êtes en train de lire, voire vous trouverez des numéros à utiliser tels quels. Notez que cela concerne toujours la numérotation du paragraphe, pas celle du chapitre. Restez donc dans le chapitre que vous êtes en train de parcourir et ne vous en faites pas, vous le saurez quand vous devrez en changer. Personnage. Le temps de l'aventure, vous allez endosser un rôle, celui du personnage que vous choisirez parmi les propositions qui vous sont faites. Sur sa fiche, vous avez toutes les informations nécessaires pour jouer à condition de les comprendre. Pour une explication illustrée de la fiche et des règles, allez voir l'annexe 1 à la fin du livre. Chaque personnage proposé est unique. Ses points forts et ses limitations sont traduits dans le jeu par les éléments présents sur sa fiche adaptés à son profil. Les caractéristiques représentent le potentiel naturel avec lequel le personnage est né. Elles sont au nombre de 3, le corps, l'esprit et l'intelligence, et sont représentées par des dés de différentes tailles afin d'émuler les facilités ou difficultés des personnages dans ces domaines. Plus un dé a de faces, plus le personnage a de chances d'être performant dans une situation sollicitant la caractéristique concernée. Si on est faible, on lance un dé 8, si on est moyen, c'est un dé 10, et si on est fort, ça sera un dé à 12 faces. Donc on a la liste des caractéristiques, je ne vais pas revenir dessus, je pense que ça va vous parler très facilement. Donc le corps, l'esprit et l'intelligence. Je vous laisse lire sur un arrêt sur image si vous le souhaitez. Ensuite, on a des compétences. Les compétences représentent le savoir-faire acquis tout au long de la vie du personnage, ses points forts et les spécialités qu'il a développées. Les compétences sont chacune associées à une caractéristique qui détermine quel dé sera utilisé dans cette situation. Elles procurent un bonus lors des jets de dés, un chiffre à ajouter au résultat du lancer lors d'une situation relevant de l'aléatoire. Par exemple, si on vous demande un test de perception et que vous avez sur votre fiche plus 2 en perception, lancez le dé associé à la caractéristique intelligence et ajoutez 2 au résultat. Compétences associées au corps. Donc on aura la pesanteur, l'athlétisme et la puissance. En outre, le corps est utilisé dans les combats pour déterminer le nombre de points de vie d'un personnage. Pour les compétences associées à l'esprit, on aura la discrétion, l'éloquence, l'intimidation, le pilotage, la séduction, la survie. Et enfin l'intelligence, nous aurons l'enquête, l'érudition, l'ingénierie, la perception, la psychologie et la xénologie. La xénologie m'intéresse, déjà. Point de vie. Au cours de situations périlleuses présentant des risques ou lors des combats, un personnage peut subir des blessures. Le nombre de ses points de vie, sa santé en quelque sorte, est déterminé par sa caractéristique de corps. Nous vous invitons à cocher les points de vie perdus dans les cases prévues à cet effet sur votre fiche tout au long de l'aventure, et ce afin de ne pas perdre leur compte. Attention, quand un personnage n'a plus de points de vie, il meurt. On l'aurait parié. L'inventaire. Donc nous allons pouvoir trouver des objets qui sont en gras, on les note dans l'inventaire. Certains objets accordent des bonus à la compétence indiquée à côté de leur nom. Par exemple, si vous obtenez une lampe torche, plus 1 en perception, cela signifie que vous pourrez désormais ajouter plus 1 au résultat de votre test de perception si vous possédez cet objet dans votre inventaire. Alors, les tests de compétences. Donc, si je vois test de compétences, bon, ça me paraît, ça va être assez simple. Ok, bon, on va le lire quand même. Régulièrement au cours de l'aventure, vous vous confronterez à des situations dont l'issue est incertaine. Vous allez donc faire appel au hasard tout en l'influençant avec vos caractéristiques, vos compétences et votre inventaire. On appelle ça un test de compétences. Vous êtes dans une pièce sombre, à la recherche de la clé
de la porte actuellement verrouillée. Faites un test de perception en très facile. Pour effectuer ce test, lancez le dé indiqué à droite de la compétence en question sur votre fiche de personnage. C'est le dé de la caractéristique qui lui est associé. La perception est associée à l'intelligence. Vous regardez sur votre fiche et vous voyez que le dé indiqué est le dé à 12 faces, le dé 12. Vous le lancez et faites un 4. À la valeur obtenue avec votre lancer de dé, ajoutez la valeur de la compétence sollicitée. Si vous n'avez pas de bonus à cette compétence, n'ajoutez rien. Votre fiche indique que vous avez plus 2 en perception. Additionnez à votre résultat, cela fait 6. Vous pouvez aussi ajouter à ce résultat le bonus d'un objet présent dans votre inventaire. Par exemple, la lampe torche qui a plus 1 en perception, on ajoute 1. Comparez la valeur finale obtenue avec la difficulté mentionnée dans le récit. Si elle est supérieure ou égale à la difficulté, c'est une réussite. Dans le cas contraire, c'est un échec. Dans le cas d'une partie en groupe, veuillez vous référer aux règles sur les spécificités du jeu en groupe. Le tableau de difficulté indiqué pour votre test de perception est le suivant. Alors, que je comprenne bien. Comparez votre résultat 7 à la difficulté indiquée pour un joueur, c'est 2. Donc il faut faire un 2. Donc c'est assez facile. Votre résultat est supérieur à la difficulté, vous avez donc réussi votre test. C'est très facile. Si on est 2, il faut faire 4. Si on est 3, il faut faire 6. Si on est 4, il faut faire 8. Donc on peut jouer ce livre de 1 à 4 joueurs, d'ailleurs ça doit être indiqué quelque part. Le livre va s'adapter donc au nombre de joueurs que vous êtes. Moi j'ai envie de le pratiquer à plusieurs. Je trouve que les discussions collaboratives dans ce type d'aventure sont super intéressantes et c'est ce que je préfère faire en fait. Après, si on n'a pas de joueur sous la main, on le joue en solo, c'est bien aussi. Que votre résultat soit une réussite ou un échec, le récit vous indique le numéro du prochain paragraphe à lire afin de poursuivre l'aventure en tenant compte des conséquences du résultat obtenu au test. Parfois, des tests sur la caractéristique Esprit, Intelligence, Corps vous seront demandés. Lancez alors le dé correspondant sans ajouter de bonus. Test de combat. Au cours de l'histoire, les personnages peuvent être confrontés à des ennemis déterminés à se débarrasser d'eux. Le test fonctionne de la même manière qu'un test de compétence, à la différence près qu'il n'est pas associé à une compétence. Vous êtes face à un chien énervé, il vous saute dessus pour vous attaquer. Vous devez combattre. Vous lancez votre dé de corps, y ajoutez le bonus associé à une arme si vous en avez une dans votre inventaire. Vous n'avez aucune arme sans vous, vous lancez le dé de corps, le dé 10 et vous obtenez un 3. Vous comparez votre résultat à la difficulté indiquée dans le récit. S'il est supérieur ou égal, c'est une réussite, vous avez vaincu votre adversaire. Au moins, les combats ne seront pas trop longs. Dans le cas contraire, vous perdez autant de points de vie que la différence entre les deux valeurs. La difficulté indiquée pour un joueur est de 5. Votre 3 ne permet pas de vaincre votre assaillant. Vous perdez 5 moins 3, 2 points de vie. Test dangereux. Dans certains cas, un test de compétence est indiqué comme dangereux, bien que ce ne soit pas un test de combat. Il fonctionne cependant de la même manière. Vous faites votre test de compétence, dé de caractéristiques plus bonus de compétence, plus bonus correspondant à l'objet si vous en avez un. Si c'est une réussite, vous passez à la suite. Normalement, si c'est un échec, vous perdez, comme dans un combat, autant de points de vie que la différence entre le résultat obtenu et la valeur de difficulté. Ça me paraît assez clair. Encore faut-il ne pas l'oublier et ne pas faire un petit misplay. Donc si c'est dangereux, n'oubliez pas de toquer à l'écran et puis de me le rappeler, ça nous sera utile. Mourir. Quand vous avez perdu tous vos points de vie, c'est-à-dire que vous avez coché toutes les cases sur votre fiche, votre personnage est mort. Il ne vous reste plus qu'à recommencer l'aventure en espérant cette fois-ci survivre à vos blessures. La mort vous attend de bien d'autres manières dans l'histoire que vous vous apprêtez à vivre, alors faites attention à vos choix. Vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. On va aborder les spécificités du jeu en groupe, donc ce qui m'intéresse moi et ce qui peut vous intéresser aussi. Le mode de jeu défi de groupe nécessite un certain nombre de règles spécifiques détaillées ci-dessous. Pour les comprendre cependant, il vous faudra avoir lu les règles de base, notamment concernant les tests de compétences, alors revenez quelques paragraphes en arrière si vous ne l'avez pas fait. Nous sommes rigoureux et sérieux, on les a déjà lus. Le rôle de délégué. Le personnage qui tient l'ouvrage dans ses mains devient le délégué. C'est lui qui lit l'histoire à haute voix pour tout le monde.
Si le groupe doit prendre des décisions collectives, il peut arriver que tout le monde ne soit pas d'accord. En pareille situation, le délégué impose sa décision aux autres. Il passe alors le livre à un autre membre du groupe qui prend son rôle pour la suite de l'aventure, jusqu'à transmettre le rôle à quelqu'un d'autre s'il doit trancher une décision à son tour, etc. etc. Alors, etc., etc. Est-ce que j'ai bien compris? Si le groupe doit prendre des décisions collectives, il peut arriver que tout le monde ne soit pas d'accord. En pareille situation, le délégué impose sa décision aux autres. Il passe alors le livre à un autre membre, sinon il le garde, c'est ce que je comprends. Alors, les tests de délégué. Le rôle de délégué peut tourner dans un autre cas. Quand le groupe fait face à une situation où une seule personne peut agir, par exemple devant une serrure à crocheter. Dans ce cas, un test de délégué est demandé. Le groupe choisit la personne qui sera déléguée pour ce test. Elle effectue le test de compétences indiqué, puis récupère le livre, prenant le rôle de délégué du groupe. Pardon. Les tests de groupe. Quand un test n'est pas indiqué comme test de délégué, c'est tout le groupe qui est amené à le faire. Tout le monde effectue le test de compétences demandé. Il faudra comparer la somme des résultats à la valeur de difficulté attendue pour le nombre de joueurs. Si elle est supérieure ou égale à la difficulté de groupe, le test est réussi, sinon c'est un échec. Reprenons l'exemple précédent. Vous êtes trois à fouiller cette fameuse pièce sombre. Chacun fait son test de perception. Dés de caractéristiques, plus bonus potentiel de compétences, plus bonus d'un objet si vous en avez un. Puis vous additionnez les résultats obtenus. Vous avez 7, 4 et 6 pour un résultat de groupe de 17. La colonne 3 indique le résultat à atteindre pour 3 joueurs. Ici, 6. Vous avez donc réussi. Bon, ma foi, ça me paraît assez limpide. Les tests dangereux de groupe. Les tests dangereux réalisés en groupe, incluant les tests de combat, se déroulent de la même manière que les tests de compétences. La somme des résultats obtenus doit donc égaler ou excéder la difficulté indiquée pour le nombre de joueurs présents. Par ailleurs, chaque joueur qui n'obtient pas un résultat assez élevé pour atteindre la difficulté demandée pour un unique joueur perd autant de points de vie que la différence entre son résultat et la valeur en question. Et dans ce cas-là, un personnage peut mourir. Lorsqu'un personnage a perdu tous ses points de vie alors que vous jouez en groupe, il ne meurt pas. Ah, bon, d'accord. Vous pouvez le considérer hors jeu. Le personnage n'a plus la force d'agir, porté par ses compagnons, mais il participe encore aux discussions et aux décisions. C'est un point mort pendant les tests de compétences. Le nombre de joueurs ne change pas et la difficulté des tests de groupe reste la même, alors que le personnage KO fait des zéros automatiquement. Le destin du groupe semble bien sombre dans ces conditions. Alors effectivement, je pense que ça sera difficile de remonter. Alors est-ce qu'on peut soigner un personnage? Je ne sais pas, ça va peut-être être indiqué à la page suivante. Eh ben non. Eh ben non, c'est pas indiqué. Alors peut-être que dans le bouquin, on peut récupérer, je ne sais pas. L'aventure. Nous ne saurions trop vous conseiller de suivre les indications de ce livre afin de vivre pleinement l'expérience qu'il vous propose. Ne cherchez pas à tricher, sous peine de vous gâcher le plaisir de la découverte. Les dieux cubes vous observent, vous êtes prêts à commencer votre aventure. Rendez-vous au premier chapitre de l'ouvrage. Alors, avant de prendre le premier chapitre de l'ouvrage, je voulais donc vous montrer les petites fiches, alors qui sont incluses dans l'édition de luxe. Dans l'édition de base, ce n'est pas le cas. Nous avons donc 4 personnages. Celui-ci me correspond bien. Là. Elle a une sale tête, et puis le docteur Alexander, le beau gosse, la Marines, la scientifique, et puis le rogue, le truand. Gêneur condamné à l'exil, ça me convient très très bien. Libre penseur, égocentrique et téméraire. C'est totalement moi. C'est du deuxième degré, ne pas prendre au pied de la lettre. Je n'ai pas que des défauts, qu'on soit clair. Vous êtes persuadé qu'il y a de la vie en dehors d'América et vous avez mis en doute l'origine miraculeuse des technologies du Rédemption, usant de la violence pour vous faire entendre. Alors ça fait référence apparemment à un univers qu'on n'a pas encore lu. Pour tout cela, vous êtes condamné à l'exil sur l'ancienne nef de colonisation d'América. Vous êtes le motif de toute l'expédition et cela vous plaît. Alors là, il faut que j'apprenne à reconnaître. Ça, c'est un D8. Ça, c'est un D...
Il faut que je regarde les faces, parce que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué le jeu de rôle, hein. Donc ça doit être le D12, non, ça c'est peut-être le D12, ça le D10, et puis ça le D8, un truc dans ce genre-là. Hein. Et donc il a des compétences. L'apesanteur, pour lui, c'est le corps. Je suppose que c'est pareil pour tout le monde. Je vais regarder sur les autres. Euh, oui, c'est bien ça, je me trompe pas. Par contre, ils n'ont pas les mêmes bonus, évidemment. Donc lui, il est plus doué en enquête, en intimidation et en séduction. Et il a... Alors, il a combien de points de vie? Est-ce que c'est les points noirs ou les points blancs? Non, c'est les points blancs, les points de vie, puisqu'on doit les cocher. Donc c'est effaçable. Si vous avez un truc effaçable, ça peut être bien, plutôt que la photocopie. Alors on va en lire un autre, on va pas tous les lire, mais on va lire un autre. On va regarder le colonel Sloan, le vétéran, enfin la vétéran, d'infanterie. Elle est rigoureuse, ambitieuse et cartésienne. Ça serait bien pour Michael, ça. Ça serait bien pour Michael. Militaire depuis toujours et membre des troupes spéciales d'infanterie, vous aspirez à laisser votre marque dans l'histoire. Votre mission consiste à veiller à la sécurité de tous. Mais vous ne voyez dans cette expédition qu'un véritable gâchis de moyens. Au moins, vous allez en profiter pour étudier le combat en apesanteur afin de créer les futures troupes spatiales d'América. Le background m'a l'air super intéressant. Pour le plaisir, j'en lis un autre parce que c'est ma vidéo. Non. Le docteur Alexander, un génie spécialisé en génétique. Il est prétentieux, calculateur et surdoué. Peut-être, alors il n'est pas prétentieux, hein, Jérôme, hein, mais voilà, ça pourrait lui correspondre. Vous êtes un génie et vous le savez. Vous avez beau être spécialisé en génétique, vous excellez dans tous les domaines, scientifiques comme sportifs. C'est pour cela que vous avez été choisi, afin d'assurer les tâches scientifiques de cette expédition. Vous êtes prêt à exceller comme d'habitude. Vos ordres vous intiment de garder secret tout ce que vous découvrirez et cela vous inquiète. Donc voilà ses caractéristiques. Donc il paraît plus doué pour la tête, forcément. Et enfin, alors je ne sais pas si on pourra mettre Gilles, Luc ou Yann dans ce rôle. C'est la haute gradée de l'armée. Ça peut très bien convenir à ces trois amis. Organisée, responsable et pieuse. Alors je sais pas, pieuse, ça ne correspond pas trop, mais enfin bon. Commandeur parmi les plus appréciés de la flotte d'América. Vous avez été détaché à la tête d'une expédition visant à conduire le rebelle Japhet sur son lieu d'exil. L'ancienne nef de la colonisation d'América. Vous avez également pour mission de faire un rapport sur l'état de la colonie pénitentiaire qui s'y trouve. Vous comptez sur le soutien de vos hommes et savez que leur sécurité se trouve entre vos mains. 4 caractères bien différents et dans le cadre d'un jeu de rôle, il va peut-être falloir jouer votre caractère tel qu'il est décrit sur ce background. Enfin moi j'aimerais bien jouer à plusieurs à ce truc-là si j'ai l'opportunité. Ensuite, je me dirige à la fin du livre pour jeter un œil sur les annexes. Alors, donc on a les fiches en un peu plus gros. Je vais vous montrer ça. Alors, on a des annexes, ce sont des images. Je ne vais pas vous les montrer. Bon, allez, on va vous montrer quelques illustrations sans trop spoiler. On a un restaurant, on a Jack, que peut-être on va rencontrer au cours de l'aventure. Tout ça, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche, pour que vous l'achetiez, bien sûr. Alors, cette vidéo n'est pas une vidéo de test, c'est une vidéo de découverte. Je ne peux vous dire si c'est bien qu'après l'avoir joué. Et ça prend du temps. Horatio de la Fraternité du Carbo. Non, il a l'air imposant. Alors c'est Aria, ouais, c'est ça, je me suis pas trompé. Et donc on a une série de 3 livres-jeux, donc de Fibre Tigre, avec Aria. C'est sûr que je vais les acheter de toute façon un jour ou l'autre. Alors, je cherchais la carte de l'espace, mais je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue. Alors, comment ça se fait? Je refeuillette rapidement. Je vous demande d'être patient. Alors voilà, je crois, la carte. Elle est ici. Donc voici la carte spatiale. Alors on ne sait pas où on démarre pour l'instant et on va explorer cet univers.
Bon, qui paraît pas excessivement vaste, hein, mais on va voir. Alors, ici, on a donc, je vous ai dit, la feuille de personnage. Alors, on a un petit texte que peut-être on devra lire, eh bien, si vous jouez le personnage correspondant. En tout cas, les règles ne nous indiquent pas de le lire pour l'instant, je ne vais pas vous lire. Donc là, on a un petit rappel des tests de compétences et autres pictogrammes. On peut faire une petite photocopie et donner à l'ensemble des joueurs qui se trouvent à la table. Voilà, donc ça c'est un rappel des règles, moi qui m'ont paru d'une limpidité à toute épreuve. Alors, revenons au premier chapitre, puisque c'est la règle. Ici, on lit le premier chapitre des livres pour vous mettre l'eau à la bouche, forcément. Alors, chapitre 1. Vous êtes à bord du Rédemption qui accélère à pleine puissance. Blue s'éloigne avec elle la lune qui a été votre patrie, votre monde depuis votre naissance. Vous abandonnez peut-être pour toujours la paisible et pieuse America pour une aventure telle que l'homme n'en a plus connue depuis les temps héroïques de la colonisation. Voir les annexes 2 à 5 à la fin du livre. Le hangar du vaisseau est encombré d'hommes et de matériel. Malgré tout, les passagers sont parvenus à se regrouper par affinité ou par nécessité. Soudain, l'accélération s'inverse. Le Rédemption ralentit et l'annonce du capitaine ne surprend personne. La nef de colonisation America est en vue. Il faut se préparer à la jonction avec l'antique vaisseau. Tout le monde se dirige vers la navette qui va servir au transbordement. Si vous jouez seul, choisissez votre personnage en prenant l'une des 4 fiches présentes à la fin de l'ouvrage. Puis, si vous jouez Japheth, rendez-vous en 1-12, si le docteur Alexander, rendez-vous en 13, etc., etc. Si vous jouez en groupe, répartissez-vous les personnages en prenant les fiches correspondantes et rendez-vous en 1-06. Alors, on va dire qu'on est en solo et on va prendre quand même une fiche pour le plaisir. Alors, on va lire quand même, voilà, j'arrive pas à lâcher ce livre, mais on va lire Japheth, mais on va en lire qu'un seul, hein, on est bien d'accord. Vous êtes Japheth, le déclencheur de cette expédition. En plusieurs siècles, aucun homme n'est parvenu à avoir l'audience et la crédibilité qui sont les vôtres. Encore moins à s'en servir pour véhiculer autant de théories hérétiques. La présence d'autres hommes, ailleurs, dans le cosmos, la probabilité d'une vie qui n'aurait pas été créée par Dieu, d'une vie susceptible d'être intelligente. Vous pensiez avoir assez d'influence pour être à l'abri de la prison ou de la mort. Ironie de l'histoire, vous aviez raison. Votre crime terrible est d'avoir troublé la tranquillité de votre foyer et semé le doute dans les cœurs chrétiens qui l'habitent. Votre notoriété vous a permis d'échapper à la prison et à la mort. Cependant, les autorités se sont souvenues qu'en des temps plus anciens, les fauteurs de troubles étaient exilés à bord de la nef de colonisation, ce vaisseau à l'origine de la présence humaine sur America. En prison, vous auriez continué à parler et tenter d'acculer le gouvernement imbécile de cette lune excessivement pieuse. Les textes religieux ont beau être admirables, la réalité les contredit à chaque instant. La Bible ne parle effectivement ni d'étoiles à neutrons, ni de naines rouges, ni de pluie de météorites si importantes que des canons seraient nécessaires pour les détruire avant qu'elles ne ravagent le sol. Elle ne fait pas non plus mention de navires spatiaux ou d'exil sur la lointaine lune d'une lointaine géante gazeuse d'un système binaire. Mort, votre martyr aurait donné du poids à votre discours. Non pas que vous vouliez mourir, c'est simplement l'assurance dont vous avez usé sans vergogne pour protéger votre liberté de parole. Cet exil est un problème que vous allez devoir surmonter, mais c'est aussi une solution inattendue dont vous allez pouvoir tirer le meilleur. Faire entendre raison à America, notamment. En attendant de pouvoir monter à bord de la navette, vous pouvez observer tranquillement ce vaisseau dans l'espoir d'apprendre quelque chose qui pourra vous servir. Maintenant ou plus tard. Alors, de toute évidence, eh bien, nous sommes sur une planète paisible et
une série de personnages sont tenus eh bien, de rejoindre une nef de colonisation et de partir à l'aventure. Hein. C'est un exil. En tout cas, pour ce personnage, il y est forcé. Alors, on en sait un petit peu plus dans les annexes. Donc voici eh bien, America, la colonie que l'on vient de quitter. Donc ces illustrations sont liées au début du livre, donc ce n'est pas un spoil. Hein. L'annexe 3, donc la rédemption, le seul vaisseau d'America. Donc c'est là-dessus que l'on va embarquer. Le pont du Rédemption, les couloirs du Rédemption, le monde jardin. Alors, il faut prendre connaissance des annexes 1 à 5. Donc là, je vous ai spoilé. Hop, je couperai au montage. Donc voilà pour le début de cette aventure. Vous en savez maintenant assez pour savoir si ça vous plaît ou pas. Alors, je vous fais quand même un petit feuilletage comme ça rapidement pour vous donner une aperçu du nombre de paragraphes. Donc c'est peut-être pas aussi relevé que Cyclades hein, à ce niveau-là, parce que oui, il y a beaucoup d'espace entre les paragraphes. Mais bon, ça paraît quand même déjà assez volumineux. Hein. Voilà. Eh bien, si ça vous intéresse, À Haute Vert, donc de Jean-Baptiste Julien, dans l'univers de Fibre Tigre. Alors je me demande si Fibre Tigre, c'est pas le gars qui a qui a démarré par cette application sur iPhone et À Haute Vert, parce que je crois que c'était son premier gros projet. Et je me demande si c'est pas ce gars-là. Bon, vous pouvez le mettre en commentaire de façon à éclairer ma lanterne si vous connaissez bien Fibre Tigre et sa carrière. En tout cas, le paragraphe que j'ai lu est fort bien écrit, donc on peut supposer que Jean-Baptiste Julien est un bon auteur. C'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite de bons jeux. Ciao!